Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. À l'entame, à N'Djamena se tient un atelier régional consacré à la relecture et à la validation de la stratégie d'éradication de la peste des petits ruminants ainsi qu'au contrôle d'autres maladies prioritaires touchant les petits ruminants en Afrique centrale. Jessica Ferring y a participé pour nous. L'objectif principal de cet atelier régional de relecture est de la validation de la stratégie d'éradication de la peste des petits ruminants ainsi que du contrôle des autres maladies prioritaires affectant les petits ruminants est de parvenir à une Afrique centrale totalement exempte des PPR à l'horizon 2030. Cette dynamique vise également à renforcer la résilience des systèmes d'élevage et à accroître leur compétitivité au sein de la région. Selon Abakar Mohamed, représentant de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la résilience régionale ne saurait être pleinement atteinte sans l'élimination des maladies transfrontalières. Notre présence ici traduit une volonté politique claire, celle de bâtir une Afrique centrale résiliente, prospère et libérée des grandes maladies animales transfrontalières. La PPR n'est pas une simple maladie. Elle représente une menace systémique pour nos économies agro-pastorales, affectant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Dans la même lancée, le professeur Idriss Al-Farouk, représentant de l'Organisation mondiale de la santé animale, rappelle l'importance de respecter l'engagement international d'atteindre 0 cas de peste des petits ruminants d'ici 2030. La nécessité d'éradiquer la peste des petits ruminants est unanimement reconnue. La stratégie mondiale pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants a été approuvée à la conférence internationale pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants. Dr Iver Boussini, représentant du directeur du Bureau intra-africain des ressources animales, a salué les efforts conjoints du Cameroun et du Tchad, pays hôte de l'atelier, dans la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la maladie. Je salue les efforts gigantesques du Cameroun et du Tchad, les deux pays de la production animale en Afrique centrale qui ont pris très tôt le bélier par les cornes en élaborant les plans stratégiques opérationnels de lutte, mais surtout en... Étendu sur 2 jours, cet atelier représente une étape majeure vers l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique et le renforcement durable des systèmes pastoraux dans la sous-région. Ouvrant les travaux de cet atelier dédié à la relecture et à la validation de la stratégie d'éradication de la peste des petits ruminants, le ministre de l'élevage et de la production animale, professeur Abderrahim Ouattatieb, a appelé les États à une synergie d'action. Écoutez. C'est ensemble que nous pourrons bâtir une Afrique centrale sans PPR. Je voudrais à cette occasion interpeller les États membres de la CEAC sur un point fondamental. La réussite de l'éradication de la PPR ne saurait reposer uniquement sur les partenaires techniques et financiers. Elle exige notre engagement financier collectif. Chaque pays doit désormais prévoir dans son budget national une ligne dédiée à la lutte contre la PPR et au financement du programme régional mis en œuvre par le CRSA-AC. C'est à ce prix que nous assurons la durabilité, la souveraineté et l'efficacité de nos actions. La solidarité régionale doit se traduire par des actes concrets et des contributions mesurables. Chers participants, l'Afrique centrale occupe une position stratégique dans la géographie épidémiologique du continent. Elle constitue un carrefour naturel entre les régions sahéliennes, équatoriales et orientales et un espace de transhumance transcontinentale. Cette situation rend notre région à la fois vulnérable et indispensable à la réussite du programme panafricain d'éradication. En renforçant notre coordination et nos outils régionaux, notamment les RESILAB pour les laboratoires et le RESIPI pour les surveillances, nous contribuerons non seulement à protéger nos propres troupeaux, mais aussi à garantir la sécurité zoosanitaire de tous les continents africains.
La commune du 3e arrondissement de N'Djamena organise du 5 au 6 novembre au CIFOD un atelier de renforcement des capacités à l'intention de ses conseillers municipaux. Cette session vise à améliorer la gestion communale et à promouvoir une gouvernance locale participative. Mbaye Maxime nous en dit davantage. Dans les locaux du Centre de recherche et de la formation pour le développement CIFOD s'est ouvert ce mercredi 5 novembre 2025 un atelier de renforcement des capacités destiné aux conseillers municipaux de la commune du 3e arrondissement de N'Djamena. Prévu sur 2 jours, cette session vise à doter les élus locaux d'outils pratiques pour une gestion communale plus efficace et une gouvernance locale participative. Le maire de la commune du 3e arrondissement, Ahmad Goni Tidjani, a rappelé l'importance de la formation continue dans l'exercice des responsabilités publiques. Selon lui, le développement local passe nécessairement par la maîtrise des mécanismes administratifs et la capacité des élus à répondre aux préoccupations des citoyens. Être conseiller municipal, c'est avant tout servir la population, comprendre les enjeux du développement local et être capable de prendre des décisions éclairées, participatives et durables. Président de l'ouverture des travaux, l'administratrice déléguée de la commune du 3e arrondissement, Fatime Mamad Djibrine, a encouragé les élus locaux à s'engager activement tout au long de la formation. Elle a insisté sur l'importance de la participation, de l'appropriation des contenus proposés. Je vous invite donc à vous engager pleinement dans cette formation et faire preuve d'ouverture d'esprit et à être acteur du développement de la commune du 3e arrondissement. Durant ces 2 jours, les élus locaux seront formés sur plusieurs thématiques liées à la gestion administrative, la planification du développement local, l'implication des populations dans la prise de décisions. Des échanges d'expériences et des travaux pratiques sont également prévus afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux au niveau communal. Avec cet atelier, la commune du 3e arrondissement entend renforcer les compétences de ses responsables de terrain pour améliorer la qualité du service public local et renforcer la confiance entre l'administration et les citoyens. C'est une situation difficile pour les populations de Walia qui déplorent la non-prise en compte de leurs besoins spécifiques. Les carrefours dans la construction de la nouvelle voie longue de plus de 2 km reliant le nouveau pont de Chagua au Koutron d'Ngeli. Les usagers rencontrent des difficultés pour accéder aux propriétés adjacentes ou pour traverser la route. Suivez ces reportages. Sur cette nouvelle voie en construction long de plus de 2 km, traversant le quartier Walia dans le 9e arrondissement de N'Djamena, les terre-plans imposent leur loi, pas de traversée. C'était une satisfaction totale dans le sens que ça permet nous de servir et faire nos activités quotidiennes. Et malheureusement, on se rend compte qu'en ces derniers moments, il y a un sérieux problème en ce qui concerne les carrefours. Bien que la construction des routes soit souvent considérée comme un progrès, ici c'est un autre discours. Avant même l'inauguration, les usagers voient des impacts négatifs sur la sécurité, l'accessibilité et la qualité de vie des riverains. Ils se plaignent de l'absence de certains éléments comme leurs besoins spécifiques, celui de construire des carrefours qui n'a pas été pensé. Il faut aller de kilomètres pour traverser de l'autre côté. Alors que Walia, nous sommes des familles. C'est la route qui nous a divisés seulement. On peut avoir une famille de l'autre côté, mais pour aller visiter la famille, il va falloir traverser. Parfois, s'il y a un cas de maladie, c'est urgence, donc on va contourner jusqu'à Dgangeli pour revenir à Chagua, donc c'est pas bien. Mais l'espoir de voir s'y connecter les propriétés adjacentes demeure. Les usagers estiment qu'il est encore temps de redéfinir le plan. Ceux qui utilisent les engins à des routes, quand on sort de chez nous, pour aller à notre occupation, c'est un tas de problèmes. Et le retour même, c'est un tas de problèmes. Comme vous voyez, tout est fermé. Il n'y a même pas, c'est-à-dire, ils n'ont même pas pensé à nous le fait de laisser, par exemple, un petit passage pour que nous puissions rentrer chez nous. Et comme vous voyez, il y a les jeunes là qui sont là un peu partout, là, en train de poser des planches. Il faut au moins se donner quelque chose. Il faudrait au moins que l'État puisse penser à ce qu'on puisse au moins se laisser au moins 2 à 3 carrefours. Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les enfants pourraient aussi rencontrer des difficultés s'il faut parcourir de longues distances avant de traverser la route. Certains s'interrogent sur les possibilités de modifications. Et pour Bogal Emmanuel, président du groupe de concertation des 4 du 9e arrondissement de N'Djamena, il faut faciliter le déplacement de la population. Ce qui est beau doit se terminer donc dans la beauté, dit-il. Écoutez.
Aujourd'hui, cette route constitue une fierté d'abord pour la population de 9e dans son ensemble. Elle joue deux rôles. Un rôle, c'est le passage, la fluidité et la visibilité de Waliangoumna, qui est un quartier pratiquement abandonné, un quartier des plus pauvres dans le passé. Ça, c'est la route qui, en sorte, change l'aspect des choses, la visibilité du pays lui-même, et fait la fierté des citoyens de Walia dans leur ensemble. Mais malheureusement, on dit que le développement passe par la route de développement. Mais cette route-là, vous voyez, nous rend un peu la vie dure. C'est vrai, la joie qu'on a n'est pas aujourd'hui totalement exprimée comme il le faut. Tout simplement, nous prenons le cas de quelqu'un qui est malade. L'ambulance est supposée venir. Et cette route, elle facilite la circulation de l'ambulance. Or, la survie de la personne qui est dans l'ambulance dépend du temps que l'ambulance met pour amener la personne à l'hôpital. Donc, s'il n'y a pas de passage, vous voyez par exemple, l'ambulance quitte N'Djamena, elle traverse le pont, elle vient prendre l'élève qui est au Patriote. Pour repartir, l'ambulance doit aller jusqu'à Wali Adjaré, au rond-point de Charidjouad, pour revenir encore passer à 200 mètres de Patriote avec le même malade. Et si, entre-temps, là, il y a l'embouteillage sur la route d'Engeli, l'ambulance va mettre comme... On peut perdre facilement la personne. Ça, c'est une des conséquences que nous voudrions que les hautes autorités pensent. Nous, on veut 2 passoires. On doit circuler. Vous voyez, moi personnellement, vous m'excusez les termes, j'appelle Berlin-Est, Berlin-Ouest. Cette route-là, elle est devenue comme les murs de Berlin pour nous. Vous voyez, on est devenus comme des troupeaux, on est en train de nous canaliser. C'est ça les mots, personne ne veut les prononcer. Le directeur général du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, Hamid Yamouda Djorbo, a présidé ce 5 novembre la cérémonie de remise des kits d'insertion aux bénéficiaires des formations en mécanique auto et en monocylindre destinées aux personnes en situation de handicap et aux femmes vulnérables. Plusieurs responsables étaient présents. Compte rendu d'Anna Laura, rendu par Assiem Kandiara. Entièrement financée par le FONAP, cette formation, dont 196 jeunes ont bénéficié, a été mise en œuvre par le Centre technique d'apprentissage professionnel. D'une durée de 6 mois, elle vise à promouvoir l'emploi à travers le renforcement des compétences et la dotation des récipiendaires en moyens de production pour faciliter leur insertion professionnelle. Après les interventions des responsables des centres de formation technique et professionnelle ayant contribué à la réussite du programme, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le FONAP. Pour eux, cette formation constitue une opportunité essentielle pour intégrer le marché du travail. Il appelle à l'élargissement de cette initiative à d'autres couches vulnérables. Dans son allocution, le directeur général du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, a indiqué que la remise des kits s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de son institution, à savoir renforcer l'autonomisation des jeunes par des formations qualifiantes. Mesdames et messieurs, dans le souci d'améliorer l'efficacité de ces interventions et rendre plus pertinent et diversifié, le FONAP s'est engagé dans un travail d'accompagnement et d'insertion à la base pour amener les porteurs de projets et des jeunes à une prise de conscience par la formation, par apprentissage au métier. La remise symbolique des kits, suivie de la visite des stands, a marqué la fin de la cérémonie dans un climat de satisfaction générale. Et dans le cadre de ces activités, l'association Union des jeunes tchadiens pour le brassage a nettoyé ce 5 novembre le cimetière de Lamadi dans le 10e arrondissement de N'Djamena. Une opération à coup de balai suivie par Pafini Doré. Au sortir de la saison des pluies, le cimetière de Lamadi, à 15 km au nord du centre-ville, couvrant une superficie de 2 km, à l'aide d'une broussaille. Autour de 10 heures, les membres de l'Union des jeunes tchadiens pour le brassage, UJTB, affublés des gilets à l'effigie de leur association, maniant les matériels de nettoyage, étaient à l'assaut de toute espèce végétale qui y sont poussées. Ils arrachent à l'aide des machettes, pelles et râteaux les herbes et arbustes qui dissimulent les tombes. Le président de l'UJTB, Mohamed Saleh Abderrahman Darami, a déploré le manque d'hygiène de ce cimetière et appelle l'État et les partenaires à venir en aide pour le rendre salubre. Pour lui,
par négligence d'entretien qu'une partie du cimetière s'était consumée par le feu, profanant ainsi ces lieux sacrés. Sans aide en bonne et due forme de la part des partenaires et de l'État, depuis plus de 2 ans, l'UJTB mène des actions de salubrité sur ce périmètre funèbre. L'Institut français du Tchad a annoncé ce mercredi la tournée nationale du projet Binôme, une initiative mêlant théâtre et recherche. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à l'espace Tanomano, le compte-rendu de Fanta Soué. Le projet Binôme est une création théâtrale particulière. Il s'agit d'une lecture écrite par un auteur à la suite d'une immersion auprès d'un chercheur ou d'une chercheuse. Les thématiques abordées touchent aux questions de genre ainsi qu'aux faits de société. Selon la directrice déléguée de l'Institut français du Tchad, Clémence Denis, ce projet entend promouvoir la création théâtrale contemporaine tout en permettant aux auteurs de valoriser des sujets sensibles et souvent peu explorés. Binôme, c'est un projet original de création théâtrale fait à partir d'une discussion entre une chercheuse ou un chercheur, mais en l'occurrence là ce sont 2 chercheuses, et un écrivain ou une écrivaine. De cette rencontre, l'écrivain écrit un texte de théâtre qui ensuite est interprété et lu sur scène par 2 à 3 comédiens. Florence Sylvestre, professeure associée à l'université d'Injamena, a profité de cette occasion pour partager son expérience dans le cadre du projet Binôme et souligner son importance dans le rapprochement entre sciences et art de la scène. C'est une expérience assez unique parce qu'à partir de cette rencontre de 90 minutes, donc c'est la compagnie L'Essence des mots qui a créé ce concept et le met en œuvre déjà depuis un certain nombre d'années, a un protocole. Et je dirais que pour la scientifique que je suis, suivre un protocole est toujours très rassurant parce que ce qui l'est beaucoup moins, c'est que la rencontre entre le chercheur et l'auteur, on ne sait pas qui on va rencontrer. L'auteur ne sait pas quel chercheur il va rencontrer et le chercheur ne sait pas quel auteur il va rencontrer. Donc ça, c'est absolument pas rassurant quand on est le jour J de cette rencontre avec l'auteur. Et c'est vrai que ça crée une certaine émulation et on ne sait pas avec qui on va discuter pendant 90 minutes. Outre les représentations prévues à N'Djamena, une tournée est annoncée dans plusieurs provinces du pays. Les troupes se produiront dans des centres culturels et éducatifs afin de renforcer la sensibilisation du public à travers ces pièces théâtrales engagées. Et puis au Mali, Assimi Goïta appelle à la solidarité face à la crise du carburant. En Tanzanie, l'opposition exige de nouvelles élections. Au Soudan, le Qatar plaide pour une résolution pacifique du conflit. Et en Iran, liberté conditionnelle pour 2 Français accusés d'espionnage. C'est l'ossature de l'actualité internationale résumée par Sana Claricia avec le rendu de Tansu Amta. Au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, s'est exprimé pour la première fois sur la grave crise du carburant qui touche le pays. Cette pénurie est aggravée par les attaques répétées contre les camions-citernes attribués à des groupes djihadistes opérant sur les principaux axes routiers. Lors de l'inauguration d'une mine de lithium dans le sud du pays, Assimi Goïta a appelé à la solidarité nationale et à la réduction des déplacements non essentiels. Le gouvernement travaille à trouver des solutions, mais certaines réponses doivent aussi venir des familles, a-t-il déclaré, appelant les citoyens à limiter l'usage quotidien de leurs véhicules. En Tanzanie, le principal parti d'opposition, Chadema, accuse les forces de sécurité d'avoir secrètement abandonné les corps de centaines de victimes de violences post-électorales. Selon le parti, plus de 800 personnes auraient été tuées lors des manifestations contestant la réélection de Samia Suluhu Hassan, crédité de plus de 97% des voix. Le porte-parole du Chadema évoque un vide politique total et réclame des réformes profondes ainsi que des élections anticipées. Au Qatar, l'émir Tamim bin Hamad Al-Thani a vivement condamné les atrocités commises au Darfour, notamment à El Fasher, où les forces de soutien rapide auraient tué plus de 450 personnes, dont des patients dans un hôpital avant de procéder à des exécutions ciblées. Il a appelé à une solution politique urgente pour mettre fin à une guerre qui dure depuis plus de 2 ans. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, présent au Qatar, a lui aussi demandé un cessez-le-feu immédiat.
En Iran, enfin, un immense soulagement pour la France après la mise en liberté conditionnelle de Cécile Kohler et Jacques Paris, accusés d'espionnage et détenus depuis plus de 3 ans. Les 2 ressortissants français ont quitté la prison mardi et se trouvent désormais dans les locaux de l'ambassade de France à Téhéran. Ils ne sont toutefois pas autorisés à quitter le territoire iranien. Paris poursuit les négociations avec Téhéran pour obtenir leur libération définitive, selon le ministère français des Affaires étrangères. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.